Les vraies voix du foot, comme tous les soirs en direct sur Sud Radio, à maintenant, à 3 secondes près, 57 minutes du coup d'envoi. Soir, mais vous perdez vos bas, ma pauvre. Pourquoi ? C'est pas comme tous les soirs, tous les mardis. Ah non, comme tous les mardis soirs, pardon, mais là j'ai déjà l'émotion du match, là, la pression monte. Ah, donc maintenant, 56 minutes et 50 secondes du coup d'envoi de Aston Villa Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des Champions. On va donc faire une première demi-heure intégralement sur Aston Villa PSG et on va partir à Villa Park, le stade d'Aston Villa, pour retrouver Stéphane, supporter parisien, qui est sur place. Ensuite, on parlera de la Ligue des Champions pour tous les autres matchs. Il y en a quand même 3 autres et des beaux. Et on va même se poser la question de savoir s'il peut y avoir une remontada. C'est un mauvais souvenir pour le PSG. Du Real face à Arsenal. Et on conclut avec nos amis du But Football Club, Alexandre Corboz, qui va nous parler, et on va en parler avec toi, avec toutes les vraies voix, de l'affaire DAZN, puisque ce soir on a eu non pas des bancs pour un mariage, mais un avis de divorce, on peut dire ça comme ça, entre la Ligue de football professionnel et le diffuseur de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Allez, c'est le début des vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Bonsoir Guy Carlier. Bonsoir à tous. Ça va, en forme ? Écoutez, tout va très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un geste technique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un geste technique alors qu'on est quand même tremblant d'émotion avant justement, pour créer une diversion. Alors, je voudrais vous parler d'un geste technique très spectaculaire, mais difficile à réaliser. Je veux parler de la roulette. Ouf. Ah oui, c'est un geste qui consiste, comme son nom l'indique, à faire rouler le ballon d'arrière en avant par-dessus l'adversaire, un peu comme une sorte de petit pont vertical. C'est ça. Mais je vous demande pas de le décrire, parce que déjà, rien que de le décrire, non, mais chercher vous un allez ballon, vous faire un claquage de cerveau. De synapses. De synapses. Les plus anciens se souviennent qu'Yves Mario, l'ailier Bastia, était un spécialiste de la roulette. Il avait une sacrée allure avec sa chevelure blonde, qui flottait au ventre, ses chevauchés, le long de la ligne de touche de Furiani. C'est vrai, il faut avoir de la prestance, de l'allure pour tenter une roulette. Par exemple, il est interdit par contrat à Nicolas Palois de tenter une roulette tant qu'il portera son short remonté sur le haut de la cuisse comme les filles qui font de la gym rythmique. Mais si je vous en parle aujourd'hui, et évidemment je vous l'ai dit, c'est parce que on m'a raconté il y a quelques jours une magnifique histoire ayant trait à la roulette, à ce geste technique, et je vous jure que l'anecdote est vraie. Je me trouvais dans un embouteillage en plein cœur de Paris il y a quelques jours, rue du Faubourg Saint-Honoré, arrêté à côté d'un 4x4, immatriculé à Monaco. Le conducteur me sourit, me fait signe de baisser ma vitre. Il me lance « Ah, je vous écoute à Sud Radio. Je voulais vous dire que si un jour vous recevez Roland Courbis, donnez-lui le bonjour de son ami Michel de Monaco et rappelez-lui le jour où il m'a téléphoné en plein match, depuis le banc de touche du stade d'Ajaccio, dont il était l'entraîneur, pour me demander de jouer 20 000 à la roulette sur le 11, sous prétexte que son ailier gauche venait de réussir une roulette. » Donc, des histoires comme ça, Courbis en a des centaines. On le salue, j'espère qu'un jour il nous fera le plaisir de partager une heure avec nous un mardi soir. Non, évidemment, c'est une diversion, parce qu'on a beau faire les malins, mais... Birmingham, c'est une ville d'acier. On a du mal à imaginer, on parle beaucoup de Chelsea, enfin de ces stades anglais, Old Trafford, Anfield Road, Stamford Bridge. Mais c'est la ville de l'acier, Birmingham. Steel of Birmingham. Le style de Birmingham, c'est le style, l'acier. Et évidemment, au 19e siècle, célèbre par ses aciéries, mais surtout 20e, Birmingham inventait aussi le métal en musique. Souvenez-vous. Ah oui. Ça, c'est un groupe de Birmingham. Et ça, c'est ce qui attend le PSG ce soir. Ça va être rock'n'roll, donc. Voilà, absolument. Oh, plutôt du hard rock, on peut dire ça comme ça. Plutôt du métal, c'est en fusion. Oui. Eh bien, merci beaucoup Guy Carlier, toujours excellent. On essaye de joindre Stéphane à Birmingham, mais a priori, il y a un problème de liaison. On lui a envoyé un texto. Peut-être que parfois dans le stade, il y a énormément de monde et que donc les bornes ne marchent plus. On va commencer ce débat. L'acier crée de l'interférence. L'acier crée de l'interférence. Vous êtes en fusion. Merci Philippe. Alors, on va en parler de ce match puisque les compos sont tombés. Quentin.
Ah oui. Alors, je les ai sous les yeux, si vous voulez. On commence. Donc on avait une incertitude. Oui, et ben elle est tombée. Et ben on va commencer par la composition du PSG. Alors dans les cages, on aura évidemment Donnarumma. Oui. En défense, Hakimi, Marquinhos qui fait son retour, Pacho et Nuno Mendes sur la gauche. Au milieu de terrain, la classique, Fabien Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Et enfin en attaque, Gvara, Dembélé. Et l'incertitude était à droite, ce sera Barcola au lieu de Doué qui commencera sur le banc. On va commencer par cette compo. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Emmanuel? Non, le retour de Marquinhos qui était attendu, Logique. Évidemment, qui est titulaire indiscutable. Et qui capitaine était, en plus. Et capitaine, exactement. Et On est triste pour Beraldo, notre ami. Hein. C'est vrai, vous partez quand en vacances avec Beraldo? Non. Bon, il s'est pas mal démerdé. Hein, Il n'a pas la été. semaine dernière. Oui. La question du coup portait plus sur la présence ou pas de Barcola qui avait commencé sur le banc, qui était rentré en cours de match durant le match aller. Et je pense, alors on aura l'occasion d'en débattre, mais je pense que c'est un bon choix tactique de la part de Luis Enrique. C'est une partie d'échec. Hein. Il a gagné la première partie. Il s'attend à une réaction de la part de Unai Emery. Il imagine, je pense, que Aston Villa va jouer plus haut, va pas se contenter d'attendre parce qu'il faut qu'il marque au moins 2 buts. Et je pense que sur cette stratégie où Paris doit contrer, doit plonger dans le dos de la défense, un Barcola est sans doute plus utile qu'un Désiré Doué qu'on va quand même voir au cours du match, qui va sans aucun doute rentrer. Donc choix tactique intéressant. Moi, je trouve qu'il est même pertinent. Et voilà. Mais sinon, pour ce qui est de la compo, je pense qu'on aurait à peu près tous fait la même compo il y a une heure. Voilà. On aurait été d'accord avec ça? Oui, Il n'y avait qu'une seule incertitude en fait. De toute façon, il ne va pas pouvoir mettre un autre bus comme à l'aller. Il est obligé. Et en plus, ça correspond à leur habitude sur leur terrain. Je crois qu'ils en sont à 17 matchs sans défaite. Ils ont l'habitude de jouer comme ça, même si le match de ce week-end était en trompe-l'œil parce qu'ils ont gagné, mais c'était vraiment une purge. Ils ont eu beaucoup de mal. C'était vraiment pas du grand foot, mais ils sont obligés de faire quelque chose et de prendre le match en main, ou en tout cas d'essayer de monter, d'être plus haut sur le terrain. Maxime, pas de surprise? Non, pas de surprise. Une équipe titulaire habituelle du côté du PSG. Mais de toute façon, que ce soit Doué ou Barcola, c'est la même chose pour moi. De toute façon, le changement va être opéré aux alentours de la 60e. Et ce sera Doué qui remplacera Barcola. Et voilà, donc du classique, de chez classique. Oui, mais ça veut quand même dire pour moi, s'il met Barcola dès le début, qu'il attend autre chose de la part de Unai Emery, qui part du principe qu'Emery va réagir et que lui-même doit réagir à la réaction d'Emery. D'où la bataille tactique qui se met en place entre les deux. Non, mais quand tu t'appelles Luis Enrique, que tu as 2 matchs à jouer, un à Liverpool en ayant perdu 1-0 à domicile et un à Aston Villa en ayant gagné 3-1 à domicile, c'est tout le contraire. L'un, c'est toi qui dois faire le jeu, et là, c'est à l'autre de faire le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré déjà face à Liverpool qu'ils savent gérer ces deux parties tactiques. Ils savent gérer la possession face à un bloc bas et ils savent gérer la transition contre face à un bloc qui monte. Et là, on va avoir l'exemple sur un match aller avec une tactique Villa et une tactique opposée au match retour. Et au cours d'un match, quand tu affrontes des équipes comme peut-être Arsenal, le Real ou le Barça plus tard dans la compétition, il faut que tu sois capable au cours du même match, comme ils l'ont fait d'ailleurs face à Liverpool déjà, de pouvoir t'adapter, de pouvoir en un claquement de doigts et avec les mêmes joueurs changer de stratégie de jeu. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Ouais, Maxime. Mais alors c'est le lot des grandes équipes, j'ai envie de te dire, mais Paris est devenu une grande équipe cette saison au niveau européen, j'ai l'impression. Il y avait qu'un match déclic contre encore un club anglais qui était City, et même une mi-temps déclic. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'adapte pas à l'adversaire aussi. Il met l'équipe qu'il a envie de mettre. C'est ça. Et advienne que pourra. Et de toute façon, Paris est favori avec cette compo. Alors, on a la compo d'Aston Villa également, parce que ça a son importance évidemment, Quentin. Bien sûr. Alors, dans les cages, on aura évidemment Emiliano Martinez. Que tout le monde adore dans ce studio depuis le 18 décembre 2022. Bah, c'est drôle. Tu sais, il y a un effet de balancier. Non, mais il y a un effet de balancier comme ça. Quand tu l'as vu, tout le monde a vu ces images où il va taper dans la main de Dembélé, je crois. Je crois que c'est Dembélé, en disant bravo pour ta finition. Bizarre comme terme, mais où il le félicite en tout cas. C'est une phrase du Bois de Boulogne, ça. Et tout à coup, ce type qui était l'homme probablement le plus détesté de France, on a eu une petite émotion et puis on l'aime bien. Bon, ce soir, on remet les compteurs à zéro. Que ce soit clair, s'il y a un gardien de but qu'on a détesté en France, alors peut-être qu'on n'aime pas Martinez, mais celui qu'on a le plus haï, c'était quand même Schumacher en 82. Ça, je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Vas-y, continue, Quentin. La défense d'Aston Villa sera Mati Cash, Konsa Torres au centre et Lucas Digne à gauche. Au milieu de terrain, Onana Camara, Morgan Rogers, Youri Tillmans et John McGinn. Et enfin, en buteur, Rashford.
Qu'est-ce que vous pensez de la compo de Aston Villa? Pas de surprise particulière, du classique aussi. Du classique aussi. Guy, je pensais que tu nous parlais de McGinn. C'est un joueur incroyable, enfin, qu'on connaît déjà, mais tu l'as vu au match aller. C'est capitaine de l'équipe. C'est un peu le cliché du footballeur des années 90. Et je le trouve mais il a des qualités. Il a des qualités de cœur. Il a des qualités, une belle qualité de passe. Mais c'est vrai que quand tu le vois, t'as l'impression qu'il va tomber d'un moment à l'autre. C'est un joueur vraiment atypique, quoi. Ça fait plaisir d'avoir encore des joueurs comme ça en 2025, je trouve, ce profil de joueur. Je vais vous poser une question, messieurs, un peu provocante ou provocatrice, quand on sait les cicatrices, pour faire une rime avec provocatrice, qu'il y a eu dans des matchs retour du PSG, que ce soit à domicile contre Manchester United ou la remontada. Est-ce que, après avoir vu le PSG dans les 2 matchs contre Liverpool, où ils les ont dominés pendant 90 minutes à l'aller, 120 minutes au retour, quand on voit les 90 minutes contre Aston Villa, moi j'ai le sentiment, mais j'espère avoir raison, qu'il ne peut rien arriver au PSG ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Il peut arriver ce qui peut arriver dans tout match de foot. On le sait bien. Tu prends un pénalty au bout de 3 minutes et un carton mais rouge. même un contre. Souviens-toi le match au Parc où cette première mi-temps où ils dominent, où ils doivent gagner 5-0 et en début de deuxième mi-temps ils prennent 2 buts. C'est pas possible. C'est comme ça le foot. Il y a des choses comme ça. Mais, comme disait Maxime, le PSG maintenant, vraiment, je pense qu'on peut considérer c'est une équipe qui fait partie des grandes équipes. C'est structuré, il y a un fond de jeu, c'est plus eux, comme il disait, qui s'adaptent au jeu adverse, mais l'inverse, ils sont capables d'imposer leur jeu. Donc là-dessus, il n'y a pas photo, a priori. Mais tout peut arriver, bien entendu. T'es d'accord avec ça? Moi, je pense que quand on voit les matchs à élimination directe du PSG, rien ne peut leur arriver. En fait, contre Aston Villa, après les demi-finales, ce sera autre chose. Là où Guy a tout à fait raison, c'est qu'il y a une partie rationnelle dans le foot, que tout peut arriver. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est comparé au PSG des années précédentes, s'il y a des contretemps, s'il y a des faits de jeu incroyables, des coups du sort, tu parles d'un penalty à la 3e minute, s'il se passe des choses inattendues, irrationnelles, qui d'un coup met Villa, se subjuguent les joueurs de Villa, enflamment le stade. On sait que Enrique a appris à ses joueurs mentalement, techniquement, tactiquement à pouvoir être apte à réagir à ça. D'ailleurs, quand on lui pose la question qu'est-ce que ça vous fait d'aller à Villa Park, qu'est-ce que ça fait aux joueurs, il dit c'est formidable, on est dans un stade avec une ambiance magnifique. Est-ce que vos joueurs ont peur? Non, ils sont subjugués, c'est pour ça qu'ils veulent vivre ce genre de moment. Et c'est ce qu'on voit avec la nouvelle génération qui a pas peur, qui a envie d'y aller, qui au contraire joue pour ces matchs-là. Et en effet, je pense que tout peut arriver dans un match, mais le PSG n'a jamais été aussi préparé qu'aujourd'hui à affronter l'adversité. Maxime et Quentin, on fait une pause. Après avoir entendu tout ce que vous avez dit, je reste quand même sceptique, et je le dis depuis le début de la journée dans la rédac, sur la qualification du PSG. Pour moi, le point clé, le joueur clé, ça va être Marquinhos. Si Marquinhos fait une bonne entame de match, il pourra rien arriver au PSG. Mais on sait qu'il peut être mentalement assez faible et craquer à n'importe quel moment. Mais c'est ce que vient de dire Emmanuel. Tu peux avoir aussi une Donnarumma. Tu peux avoir une faute comme Arsenal. Une faute technique Nuno Mendes qui perd le ballon, on prend un contre. On sait bien, ça arrive ces boulettes-là au PSG régulièrement. C'est pas forcément la boulette. Ce que je veux dire, c'est mentalement. Si Marquinhos n'est pas prêt à jouer ce match, ça peut virer au drame pour le PSG. Pourquoi il serait pas prêt à jouer ce match, Parce qu'on a souvent vu Marquinhos craquer sur des matchs importants. Oui, mais c'était à une époque, il y a quelques années, quand Thiago Silva craquait. C'est Thiago Silva. C'était plus Thiago Silva. Marquinhos, c'était le petit de Thiago Silva. Donc si papa a craqué, le fils aussi. Non, mais tu vois, je caricature un peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a Marquinhos qui craque, il y a tellement de certitude autour et de valeurs sûres qu'il va être porté. Tu vois, c'est que les gens, ses coéquipiers vont le porter. C'est pas le collectif qui va couler. Le mot de la fin, quand le fiston va pas craquer, quand papa craquait à l'époque, mais papa a pas craqué quand il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Pour avoir quitté le PSG. Marquinhos, c'est le dernier joueur présent de cette époque des remontadas. Oui. Donc aujourd'hui, l'équipe, je crois que c'est autour de 24 ans de moyenne. Ils y pensent même pas. Enfin, je pense qu'ils y pensent même pas. C'est des jeunes qui sont insouciants, qui viennent juste jouer parce qu'ils aiment jouer et ils y pensent pas. Ça, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt un risque. Le fait, ça pourrait être le seul inconvénient, c'est l'inexpérience. Oui. Que tu le veuilles ou non, même s'ils ont des certitudes sur leur jeu, même s'ils ont une assurance, c'est évident. Ça fait plusieurs matchs. C'est pas un hasard. On voit où ils en sont. Mais il y a quand même une espèce d'ambiance des grands rendez-vous. Oui.
à laquelle ils sont pas encore habitués, tu vois, en raison de leur âge, de leur inexpérience. Pour moi, c'est la seule réserve. Mais ils ont su répondre présent dans tous les matchs depuis le match de la seconde période de Manchester City. C'est la caution expérience pour le coup. Ça, absolument. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de ce Aston Villa PSG, alors que nous sommes désormais à 44 minutes du coup d'envoi. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Manuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. On parle bien évidemment, on est en pleine soirée de Ligue des Champions. Il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, des tensions entre des supporters du PSG et des fans d'Aston Villa à l'approche du stade. On espère qu'il ne se passera rien de grave. On va revenir sur le football pur et dur. On a donné les compositions qu'on peut redonner peut-être en direct à l'antenne, Quentin. Alors pour le PSG, hyper classique, pour Aston Villa, hyper classique, hein. Alors oui, pour le PSG, Donnarumma en défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Et en attaque, Kvara, Dembélé et Barcola. Et pour Aston Villa, ce sera Martinez dans les caisses, Tomicash, Konsa, Torres et Lucas Digne en défense, Camara, Onana au milieu de terrain. Et Rogers, Tillmans, McGinn et Rashford en attaque. Alors, quelles vont être les clés du match à ton avis, Guy ? L'attaque parisienne, c'est une évidence. Ça paraît être une évidence. Je pense que j'ai vraiment été séduit par le jeu de Kvara et par sa mentalité. Cette façon de rien lâcher. C'est-à-dire, c'est étrange parce qu'il n'a pas un très beau style, ce joueur, et pourtant il est technique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un bourrin. Non, mais il n'est pas d'une élégance folle et il arrive à passer et à faire des gestes techniques incroyables. La façon dont il a cassé les reins d'Isazi. Le café crème qu'il met sur le but. Ouais, voilà. Le café crème. Et le petit pont le petit pont à proximité de sa surface de réparation. Fallait le faire. Fallait le faire parce que. Mais t'as tout. T'as l'échappée, t'as le geste technique et t'as le tir sans angle sous la barre qui est incroyable. Mais tu sais, dans l'énergie qu'il dégage, il me fait penser à Lavezzi un peu. Dans son côté un peu tout ingrat, à fait, exactement. Le Pocho. Voilà, le Pocho, qui avait d'autres qualités. Pocho en soirée, notamment, il était connu pour les soirées parisiennes. Mais il apportait un dynamisme, une grinta, et pas plus d'élégance que Kvara. C'est vrai. Mais c'est des joueurs comme ça qui, en effet, quand tu commences à rentrer un petit peu la tête à même Lucas Moura, Moura, c'était pareil. C'était le même genre c'était des joueurs qu'on aimait pour ça. Qui avait une niaque aussi. Pour revenir sur ce que dit Guy, je pense que l'attaque va être importante, mais si le scénario se passe comme on l'attend, à savoir une équipe d'Aston Villa qui joue assez haut, qui met la pression tout de suite parce qu'ils doivent marquer des buts et qui va presser le PSG, ça va être la capacité aussi du PSG à subir dans les premières minutes. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit en conférence de presse, il a dit: je pense que les intentions d'Unai Emery vont être de jouer plus haut pour récupérer le ballon plus près de notre but. Donc, ça explique aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la présence de Barcola. S'attendant à cette tactique de Villa, il s'y prépare. Donc, dans un premier temps, il va falloir que Paris apprennent à subir, mais je pense qu'ils en sont capables. Et dans un second temps, être, en effet, sur les occasions qu'ils auront, être tueurs pour couper les intentions de Villa. Guy, je reviens sur l'ambiance du stade. Unai Emery, pendant toute la semaine, a chauffé les supporters. Je ne sais pas si vous avez vu, il a dit: je veux que ça soit une forteresse. Il employait des mots vraiment très très forts, des mots de guerrier, pour que le public soit vraiment l'armée derrière les joueurs. Et je pense que l'ambiance va être vraiment très très chaude, peut-être même plus chaude qu'à Liverpool. Liverpool est un stade qui s'est beaucoup assagi. Si on fait de la dialectique, forteresse, c'est plutôt une attitude défensive. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux, sauf les forteresses volantes qui partaient à l'offensive il y a 80 ans. Il y a une question quand même qui se pose, et ça c'est très important. Je crois que c'était Robert Herbin, l'entraîneur des Grands Verts, qui avait dit: un match de championnat, c'est 15 minutes d'observation, 15 minutes de jeu à fond, 15 minutes où on gère avant la mi-temps. Même chose en deuxième mi-temps. Un match de Coupe d'Europe, c'est 15 minutes à fond, 15 minutes on récupère, 15 minutes à fond, et même chose en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est pas un peu là que va se jouer la vérité? On va dire à nos aussi auditeurs, est-ce que vous avez compris ce que vient de dire Philippe à l'instant? Voilà. C'est-à-dire, moi je suis dans les comptes là. Moi je suis dans les comptes, alors attends. Mais c'est logique, t'es expert plus comptable. 15, moins 15, t'as 15 minutes où tu te fais rentrer dans la couane en Coupe d'Europe. Les 15 premières minutes quand tu joues à l'extérieur. Ensuite, pendant 15 minutes, tu récupères un peu, et dans le
dernier quart d'heure, t'essayes de mettre à nouveau un but si t'as déjà marqué dans le premier quart d'heure. C'est-à-dire que t'as 1 heure de match à fond et t'as une demi-heure où tu gères un peu plus, contrairement à la Ligue 1. La découpe est pas si... Je crois que c'est du Robert Herbin, ça. Oui, mais tu vois, tu peux pas préparer une découpe comme ça a priori, parce que sans ça, de toute façon, l'équipe adverse va attendre la fin du quart d'heure en disant bon, bah ça y est les gars, 14 minutes 58, c'est bon, à nous. Non, tu vois, mais effectivement, bah, c'est le truc des temps forts, des temps faibles. Exactement. Mais là, pour en revenir à ce que disait Emmanuel, évidemment qu'il va y avoir un pressing, ça va être terrible pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais là, quand je dis que l'attaque est importante, c'est que c'est à ce moment-là que Barcola, que Dembélé vont plonger dans le dos des mecs, avec en plus Neves, enfin les gars au milieu, Neves, etc., qui vont leur faire des ouvertures dans le dos des défenseurs anglais qui sont pas non plus des mecs d'une finesse exceptionnelle, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime, de ce match en termes de clés? Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de nous dire à l'instant, parce que Guy ou moi? Non, toi, bon. Philippe. Sur les temps forts, les temps faibles. Que tu viens de nous décrire, parce que tout simplement. J'ai pas parlé des prolongations. Oui, non, mais le but à l'extérieur compte plus double. N'existe plus. Donc il y a plus cette notion de gestion. Il faut gagner les 2 matchs. Et donc c'est plus possible de gérer quart d'heure par quart d'heure. Et à votre avis, les gars, moi je suis pas d'accord avec toi, hein, parce qu'à mon avis, je vais te dire, le PSG, s'ils sont à 0-0 à un quart d'heure de la fin et qu'ils ont le feu, ils vont essayer de gérer en se disant bon. Est-ce que le PSG va attaquer ça c'est la bonne question. Ça juste, on a la réponse avec Enrique. Il dit qu'il s'attend à une équipe qui joue haut, donc lui il va jouer le contre. Il va jouer bas. Il a déjà dit, Enrique. Donc il va pas être à fond sur le premier quart d'heure. Il y a une demi-heure avant le match, il a dit ce sera différent du match contre Liverpool, mais l'objectif reste le même, essayer de gagner. Donc je suis pas sûr qu'il va y mettre le bus et attendre 90 minutes. Oui, c'est de la com aussi. Enfin, vous pensez tu penses que le PSG va mettre le bus comme Emery à l'aller? Bien sûr que non. Je pense aussi qu'ils vont jouer le jeu. Ça fait une demi-heure qu'on dit l'inverse. Non, ils sont là. Que ça. Non, on a dit c'est une équipe qui maintenant peut imposer son jeu, qui a un fond de jeu, qui est capable de l'imposer. Il y a aucune. Ils vont mettre un bus, ils vont subir probablement un pressing pendant le premier quart d'heure, mais ça veut pas dire qu'ils vont mettre le bus. À l'aller, Aston Villa avait un jeu, comme tu dis, le bus très basique, très sans autre ambition qu'attendre. Le PSG, c'est de la transition, donc c'est à la fois attendre et piquer au moment où il faut, donc c'est quand même plus élaboré. Il y a une chose, je suis allé lire un peu la presse anglaise, qui est quand même pas la plus tendre pour le football français, parce que, et quand même à juste titre, hein, le foot français n'a gagné que 2 Coupes d'Europe en un peu plus de 60 ans, et donc ils n'ont pas une grande admiration pour les clubs français, et j'ai l'impression que pour ce PSG, ils ont vraiment du respect. Vous trouvez ça surprenant ou pas, alors que ce PSG n'a rien gagné, à part la Ligue 1 et la Coupe de France et le trophée des champions? Ils voient les matchs, comme nous. Ils voient les matchs. Mais ils voient pas les matchs de Ligue 1, ils voient que la Coupe d'Europe. La nouveauté cette année avec le PSG, c'est que c'est une équipe qu'on aime. Oui. Cette équipe-là, elle a eu dans ses rangs Messi, Neymar, Mbappé. C'est à un moment, il y avait carrément les 3 meilleurs joueurs du monde, si on veut. Et les gens ne l'aimaient pas. On n'aimait pas cette équipe. Elle était pas sympa. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a même pas passé les 8e. Et là, il y a une espèce de on aime voir jouer, elle donne du plaisir, tout simplement. Moi, les mots de la presse anglaise, m'ont touché. Je me dis, tiens. Avec nos voisins anglais, on a beaucoup de... Amour-haine. Non, mais beaucoup de différences, mais on a quand même un gros point commun, c'est que c'est quand ça nous concerne directement qu'on tire les conclusions. Donc on leur a sorti, on a battu City en les mettant de côté, on a sorti Liverpool qui surclasse le football anglais ces derniers temps. Quand je dis on, c'est les Français. Le PSG a pris une option à l'aller et va sans doute éliminer Aston Villa selon toute vraisemblance. Donc force est de constater que soit ils ont aucune estime pour leur propre championnat et ils disent Paris c'est une équipe lambda et on vaut rien. Soit ils disent il n'y a qu'une équipe extraordinaire qui puisse sortir. Mais ils aiment le foot. C'est pas des footix et ils ont inventé le mot fair play. Donc il n'y a pas de problème. Alors, on va conclure. Il reste 20 secondes avec évidemment le pronostic pour le match de ce soir. Guy. 2-0. Pour Paris? Bah oui. 1 partout. 1 partout. Maxime? 2-0 Aston Villa. Et prolongation, tir au but, comment ça se solde? Parce que moi, quand il y a vu Liverpool, j'ai dit 2-1 pour PSG et le Donnarumma énorme au tir au but et le PSG qui passe. Et ça donne quoi en prolong et au tir au but, Maxime?
Je veux pas être oiseau mauvais augure, mais je vois Aston Villa sortir Paris ce soir. Sacré Maxime. Quentin, là allez me chercher le défibrillateur s'il vous plaît. Quentin. Moi, 2-1 pour le PSG. Moi. 2-1 pour le PSG. Et moi je vais jouer le gros coup. T'as dit 2-0 Guy, t'as dit 1-1. Un partout, ouais. Ben, moi je vois bien un 3-1 pour le PSG. Je pense qu'il va y avoir des buts et que le PSG va marquer 2-0 ou 3-1, c'est 2 buts d'écart. Allez, tout de suite on va reparler d'un mot qui fait mal. Remontada. Mais pas à Barcelone, à Madrid. Ça s'est passé à Barcelone en 2017. Est-ce que ça peut avoir lieu à Madrid en 2025 ? On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Manuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Et c'est ton édito après celui de Guy qui nous parlait d'un geste technique. Et pour moi et toi Emmanuel, Mbappé est-il responsable de la crise au Real Madrid ? On va parler évidemment de la possibilité d'une remontada du Real, mais moi l'actualité chaude du côté du Real ces derniers jours, c'est Mbappé. Alors il y a eu son expulsion samedi qui a évidemment fait parler. Et je vois beaucoup de supporters parisiens un petit peu en colère toujours contre le départ depuis le départ d'Mbappé qui l'attaquent sur les réseaux sociaux. Certains médias espagnols, certains médias français également qui ont compris que critiquer Mbappé, ça fait vendre. Alors Mbappé serait le mal absolu. Hein. C'est le principal responsable aujourd'hui des maux du Real, si j'en crois certains. Et au risque de les décevoir, moi je suis pas du tout d'accord. Mbappé n'est pas au top. C'est vrai, Mbappé a fait 3 mois extraordinaires. Depuis quelques semaines, il est moins bien. Mais j'ai envie de dire, il y a 4 fantastiques au Real. Hein. C'est comme ça qu'on nous les vend. Regardons un petit peu ce qui se fait à côté de lui. Vinicius, depuis sa 2e place au Ballon d'Or, il met plus un pied devant l'autre et il transforme et il traverse la saison comme un fantôme. Hein. Je veux dire, il n'arrive pas à enchaîner 3 matchs top niveau. Bellingham est insupportable avec ses coéquipiers. Il les insulte pendant le match. Il s'est encore battu à l'entraînement avec Rudiger hier. Et Rodrigo, qui est peut-être le meilleur des 4, est quand même 3 ou 4 crans en dessous du meilleur Rodrigo qu'on ait pu voir. Et au-dessus de ces 4 joueurs, il y a un homme, Carlo Ancelotti, qui est pour moi et j'adore Carlo Ancelotti, mais qui est pour moi le principal responsable aujourd'hui de la situation délicate. Je ne sais pas si on peut parler de crise, mais de la situation délicate au Real. Ancelotti qui refuse de sortir un de ces 4 joueurs, un de ces 4 fantastiques, par peur de blesser, toucher les égos, par peur de mettre le feu au vestiaire. Et depuis qu'il met ces 4 joueurs sur le terrain, chaque fois qu'il a pu le faire depuis le début de saison, on est obligé de constater une chose, c'est que le Real n'est pas équilibré. Et dès que le niveau s'élève, face à Barcelone, face à Arsenal, le Real prend l'eau. La vérité, c'est que le déséquilibre du Real vient pas du manque d'investissement d'Mbappé, qui est pas moins investi que les 3 autres, c'est le départ de Toni Kroos, qui était le point d'ancrage et d'équilibre de cette équipe du Real et qui laisse le Real orphelin, un peu comme Makelele l'avait fait en 2003 quand il était parti pour Chelsea. Et aujourd'hui, le Real est au pied du mur après sa défaite 3-0 face à Arsenal à l'aller. Et on sait qu'à Madrid, plus qu'ailleurs, c'est sur le parcours en Ligue des Champions qu'on juge de la qualité d'une saison. Alors oui, Arsenal a peut-être 99% de chances de se qualifier, 1 pied et 4 orteils en demi-finale. Mais je pense que s'il y a une équipe qui peut retourner la situation dans un Bernabéu qui connaît ces grands soirs, avec la magie de la Ligue des Champions qui opère toujours du côté du Real, c'est le Real. Et je vais faire une petite confidence, je suis pas supporter du Real, mais j'aimerais que le Real fasse une remontada et qu'Mbappé soit magnifique, soit extraordinaire, fasse gagner ce Real pour faire un petit peu taire les mauvaises langues qui se donnent à cœur joie depuis quelques jours. Très bon édito. Est-ce que tu penses que le Real peut faire une remontada ? Le Real actuel, évidemment, Guy. Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que Emmanuel a tout à fait raison concernant Mbappé. Sur le match aller, sur la prestation du Real à Arsenal, Mbappé a été le meilleur des 4, je sais pas comment on les appelle, les invincibles, je sais pas quoi, les fantastiques. C'était lui le meilleur. Et là, on a appris cet après-midi. Le meilleur ou le moins mauvais, parce que quand on voit Vinicius, moi, je mets la moyenne sur le match qu'il a fait à l'aller. C'est le seul qui a tenu son rang. C'est vrai. Alors Vinicius, maintenant, dernière chose sur au match aller quand même de mémoire. Ouais. Vinicius, il a eu 2, je crois, comme note. Enfin bon. 18 passes manquées. Et là, Ancelotti commence à prendre ses responsabilités puisque cet après-midi, il a annoncé que c'était Mbappé qui était officiellement tireur des pénaltys, donc ça va commencer à chauffer un peu dans les vestiaires parce que Vinicius va pas accepter ça, c'est évident. Bellingham avec sa mentalité, ça va être la même chose. Là, ils vont être au pied du mur et face à la gestion réelle de cette crise. Juste une stat que j'ai pas donnée, Mbappé c'est 33 buts cette saison, c'est autant que Cristiano Ronaldo sur sa première saison au Real, autant que Van Nistelrooy, des joueurs qui étaient
qui était adulé à ce moment-là. Qu'on disait waouh, quelle première saison incroyable. Pour Mbappé, visiblement, c'est pas suffisant. Donc Florentino est super bien, il a toujours été correct avec Mbappé. Les médias pro-Real évidemment soutiennent Mbappé. Les supporters du Real globalement ont compris qu'il a eu une mauvaise période, mais que sur l'année 2025 il est là. Et surtout il voit, quand les supporters du Real voient tous les matchs, il voit bien qu'autour de lui c'est pas mieux et que c'est l'animation collective qui n'aide pas Kylian Mbappé. Guy veut réagir. C'est terrible pour Mbappé parce que imaginons que le PSG gagne la Coupe d'Europe cette année. De toute façon, au départ, les dés sont pipés. Pourquoi ? Parce que le Real, il l'a déjà gagné plusieurs fois. Il aurait dû la gagner avec le PSG. Là, ça aurait été bien dans son plan de carrière. Tu comprends ? Aller au Real, gagner la Coupe d'Europe, l'UCL avec le Real, c'est bien, mais c'est déjà, c'est pas un exploit extraordinaire. Ça rappellerait pas une finale à Munich où un certain JPP avait perdu une finale de Coupe d'Europe avec le Milan AC contre l'Olympique de Marseille. Voilà, absolument, c'est ça. Donc, si tu veux, le truc de Mbappé, c'est qu'il est arrivé au mauvais moment. Il y a eu... Le problème, c'est pas Mbappé, c'est le système. C'est ces 4 mecs ensemble et puis ce milieu de terrain moitié vieillissant avec Modric et puis moitié même très vieillissant Modric, c'est-à-dire à la monégasque, disons, avec pas seulement Tchouaméni mais Camavinga qui n'est pas du tout monégasque mais qui pourra pas jouer parce qu'il a pris un rouge au match aller. Un coup sur 2. Même là, ce week-end, il a fait un très bon match, alors que ça a été une catastrophe. Ça a été le meilleur, peut-être ce week-end d'ailleurs. Ce week-end, ça a été le meilleur. Alors, tu vois, donc c'est vraiment terrible. Et alors, la défense, on n'en parle pas, entre les vieux, entre les blessés, il y a que Courtois. Et heureusement qu'ils ont Courtois qui tient la baraque derrière. Et donc, le problème, c'est un problème de structure d'équipe. Et là, Ancelotti, il n'y peut rien. C'était le choix du président d'avoir Mbappé depuis des années, et ça va lui retomber dessus, alors que finalement, il tient relativement bien son rôle, même si ça tombe mal. Là, il a failli casser la jambe d'un mec. Non, mais bon, ça, c'est les aléas du foot. Je veux dire, ce qui s'est passé dimanche n'a pour moi, aucun intérêt dans la saison de Mbappé. Je ne te poserai pas de question si la semelle était plus une Cyril Roll ou une Gennaro Gattuso. Une Jurietti. C'est pour être désagréable avec les Bordelais. Maxime, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que demain soir, le Real peut faire une remontada ? Alors, c'est moins dur que la remontada. La vraie, il y avait 4 buts à remonter, là, il n'y en a que 3. Alors j'espère pas qu'ils feront une remontada en tant que suiveur et fan supporter d'Arsenal. Mais pour revenir à ce que disait Manu sur Mbappé, il attire un peu cette atmosphère autour de lui, à demander toujours des responsabilités, à dire qu'il est comptable de tous les résultats, de vouloir faire basculer les matchs à lui tout seul. Il faut pas s'étonner que derrière, on soit très critique envers lui aussi. Est-ce que tu penses que Vinicius et Bellingham le sont moins qu'Mbappé ? Je ne pense pas que Vinicius et Bellingham fassent des sorties en demandant des responsabilités. Regarde comment ils se comportent au sein du groupe, que ce soit pendant les matchs, dans les compétitions. Non, mais tu vois. Et surtout, après, la vraie question, Max, moi je pense que la vraie question, c'est est-ce que, et je pense qu'Mbappé a bien fait d'aller au Real, est-ce que le Real avait besoin de Kylian Mbappé? Là, je prêche contre ma paroisse. Non. Mais est-ce que c'est pas Florentino Pérez qui veut se payer, comme il s'était payé Cristiano, Zidane, Figo et autres, qui veut se payer celui qui pense être le meilleur joueur du monde? Est-ce que le Real, dans l'équilibre qui était le sien, avait besoin de Kylian Mbappé? Mais c'était une promesse qui avait été faite entre eux pendant des années, et il fallait qu'à un moment donné, ça soit fait. Bon, ça s'est fait maintenant. Et sportivement, tu vois, sportivement, c'était pas une évidence. Il n'y a pas de logique sportive à la venue d'Mbappé au Real, franchement. Voilà. On est d'accord. Franchement, c'est le rêve de Mbappé d'aller au Real. Et les supporters du Real demandent à Mbappé depuis plusieurs saisons. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où Mbappé arrive, lui, il est content de venir au Real, mais s'il a 3 autres joueurs qui sont installés, parce que Bellingham, il était dans ce rôle de 10-9 un petit peu, c'était lui qui faisait gagner l'équipe, Vinicius, Rodrigo autour de lui, il y avait tout un équilibre. Mbappé, il arrive, c'est à Ancelotti, soit de dire à Florentino, fais pas venir Mbappé parce que je vais pas trouver un équilibre et gérer le vestiaire, soit à dire, ok, il y a Mbappé qui est là, j'en mets 3, je fais jouer les 3 meilleurs. Mais il se trouve que ça s'est fait maintenant, et il n'y a aucune logique sportive là-dedans. Qui veut réagir? Là, le seul reproche que je lui ferais,
c'est que c'est pas admissible de faire 7 km dans un match quand tu t'appelles Mbappé, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut quand même qu'il commence à faire un effort de repli, parce que là, ça va mal tourner avec les autres, avec Vinicius et Bellingham et Rodrigo. Forcément, à un moment donné, ça va exploser aussi. Déjà, les autres pour moins. Oui, bien sûr. Voilà. Mais souvent, le Real s'en est tiré avec des exploits il n'y a pas longtemps de Cristiano, de Benzema, etc. Tu l'as rappelé dans ton édito. Quand on voit ce que fait... Alors, Vinicius, j'y reviens, le match aller à Arsenal était cataclysmique. Ouais. Rodrigo, méconnaissable. Bellingham, bon, déjà, il est courageux parce qu'aller se friter avec Rudiger, quand on voit le gabarit de Rudiger, moi, je dis respect. C'est de l'inconscience. Moi, j'aurais plutôt tendance à me pousser. Mbappé, bon, on va pas revenir sur le carton rouge de dimanche dernier, mais est-ce que quand on voit le match aller, quand on voit l'état du Real collectivement et de ses individualités, est-ce qu'il peut espérer quand même quelque chose? Rationnellement, non. Non. Alors, tu parlais de remontada. Ouais, souviens-toi de Barcelone. Oui. Barcelone, il y avait le public, le Nou Camp, tout ce que tu veux, et puis surtout, il y avait vraiment une équipe qui jouait ensemble. Il y avait une force. Neymar, le Real, les matchs que gagne le Real, c'est toujours, ça arrive comme ça, sans domination excessive. Il y a pas, tu vois, tu dis pas ils ont été impériaux, quoi. Oui. Jamais. C'est le Real après le Covid. C'est le Real 2021. C'est un peu aussi le PSG quand il y avait Mbappé. C'était ça. Il y avait un exploit. C'était l'inverse. C'était Mbappé ça les a pas empêchés d'en gagner 2 avec une stratégie illisible et en subissant la majorité des matchs. Donc c'est vrai que pour répondre à ta question, je t'ai dit rationnellement non. Irrationnellement, parce qu'il y a beaucoup d'irrationnel dans le foot, encore plus en Ligue des Champions et encore plus avec le Real, je pense que le Real peut le faire. Ça va être intéressant. Au niveau irrationnel, ça va être intéressant. Là, ce serait vraiment irrationnel. C'est-à-dire que les mecs ont changé complètement. Moi, sincèrement, je vois le Real gagner. Sincèrement, j'ai très peu de doutes là-dessus. Je vois le Real battre Arsenal. Et à partir du moment où le Real mène dans ce match, je vais pas faire plaisir à Max, mais pour moi, Arsenal, c'est un peu l'incarnation de la loose en Ligue des Champions. Donc, on a l'incarnation d'une équipe qui est bénie, qui a une aura incroyable en Ligue des Champions, face à l'équipe qui n'a jamais réussi à passer le step supérieur. Donc, je me dis que l'un dans l'autre, ça peut créer quelque chose. Mais c'est l'année pour le faire. Parce que il n'y a pas de force collective. C'est ça. Parce que, pour moi, cette aura n'est pas là cette année en tout cas. Et permettez-moi de faire un cocorico, puisque on se rappelle de la remontada où l'arbitre, monsieur Aytekin, licencié à la DFB, la fédération allemande, avait quand même fait la qualification du Barça. C'est un arbitre français qui est jeune, qui a arbitré la finale du dernier Euro, Espagne-Angleterre, François Le Texier qui a été nommé. Et on a eu quand même une grande période de vide de bons arbitres en France. Je pense que c'est quand même une marque de qualité et de respect pour l'UEFA. On peut raconter à nos auditeurs les coulisses. On commence à préparer l'émission la veille, tous les lundis, 15h30, on se fait notre petite réunion téléphonique. Alors, on donne la cuisine interne. On parle de quel sujet on va faire à quel moment, on échange les idées sur que ce soit les invités, les sujets, tout ça. Et on parle, Guy est en train de parler, et à ce moment-là, Philippe dit attention, l'alerte info qui tombe. Alerte info, breaking news, ce sera monsieur Le Texier qui arbitre. Et là, on expose tous de rire, on se dit, c'est super, Cocorico, mais est-ce que c'était vraiment la breaking news? Ça pour moi, oui. Cocorico, vous avez compris qu'ils se foutent tous de ma gueule le lundi matin, le lundi à 15h. Et encore, ça, c'est dans l'échelle des breaking news de Philippe, c'est déjà, on est presque au top, parce que moi, j'ai eu, dis donc, tu te souviens de Nico Brown, cet avançant luxembourgeois qui jouait à Metz en 1974? Voilà, alors, les réunions durent 2 heures. Les gars, on va passer au dernier module, mais évidemment, on va faire le jeu des pronostics de cette Ligue des Champions. Guy, Real, Arsenal. 1-0 Real. Manu. 3-0 Real, prolongation. Et ça donne quoi, la Real qualifié. Au tir au but? Je vais pas en dire trop, je veux que les gens regardent le match. Oui. Non, mais je sais qu'il fait ça parce que j'ai dit que Paris allait se faire sortir ce soir, mais non. Moi, je suis pas supporter du PSG, tu peux y aller tranquille. Oui, non, mais je sais que j'ai vexé ton cœur de supporter français. Mais vous êtes des boules de vis, c'est pas possible. Non, je dis un partout, moi, demain. Un partout, Quentin. 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real. Allez, moi, je vais mettre 2-2. Moi, je vais mettre 2-2. Rêve avec moi. Et alors, on va quand même faire les derniers pronostics, les gars. Inter, alors ce soir, il y a Borussia Dortmund-Barcelone. Je pense que c'est plié, hein. Ouais, je pense que Barcelone va faire tourner. Oui, va faire tourner. Ça peut être 0-0. Bon, voilà. Ouais, 1-0. Un 4-0 à l'aller. Bon. Ouais, on pose pas la question du remontada. On pose pas la question du remontada. Oui, c'est drôle. En revanche, dernière question, Inter-Bayern. L'Inter qui a gagné 2-1 au Bayern. Est-ce que vous pensez que l'Inter va se qualifier? Oui, qualifié. Ah bah oui. Pareil. Moi aussi. Là, on est à 100% à penser à l'Inter. Allez,
c'est fini pour la Ligue des Champions. On va tout de suite sous-côté l'Inter. Sous-côté l'Inter. Et moi, je verrais bien, je fantasme un peu, une finale entre le PSG et l'Inter. Je sais pas pourquoi. L'Inter peut taper le Barça. C'est impossible, ils vont se faire sortir ce soir, Paris. Enfin, bon. Oh là 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 là. Allez, on trouve tout de suite le But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Il est toujours pas... Si, non, on n'est pas arrivé à jouer. Mais on a Alexandre Corboz qui nous a rejoint. Et alors, salut Alexandre. Bonsoir à tous. Alors, on va parler de DAZN et notre ami Emmanuel Galasso a fait un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vas-y, Emmanuel. Oui, cet après-midi, le conseil d'administration de la LFP s'est prononcé pour la rupture avec le diffuseur, donc entre le diffuseur DAZN et la LFP. Contractuellement, les deux étaient liés jusqu'en 2026, et donc cette rupture de contrat, elle intervient après une longue période de plusieurs semaines de tensions et de négociations entre les deux parties. Alors maintenant, à DAZN de valider ou non cette rupture de contrat pour la fin de saison. Juste une chose, si DAZN acte la rupture, donc anticipée, la question centrale qui va être débattue au cours des prochaines semaines va porter sur le dédommagement de la saison 2025-2026, la saison prochaine. Il faut savoir que DAZN avait déjà anticipé cette possibilité que la LFP prenne cette décision. Alors de son côté, la DAZN serait partant pour payer les 2 dernières traites, donc qui s'élèvent à 140 millions pour cette saison en cours. Mais avec 2 échéances, 30 avril et 30 juin. Exactement. Donc ils accepteraient de payer les 140 millions qu'ils doivent à la Ligue pour la fin de saison, mais ils refuseraient un dédommagement pour la suite, pour l'engagement qui était leur sur les saisons suivantes. Et la Ligue de son côté, elle, en cas de rupture, ce qu'elle souhaite de fin de contrat en fin de saison, elle ne demanderait pas les 375 millions que lui doit DAZN jusqu'à la fin du contrat, mais elle demanderait au moins la moitié. Donc là, la question qui va être débattue entre les deux, c'est est-ce qu'il y aura dédommagement ? Si oui, quel sera le dédommagement ? Et alors, la question encore plus majeure, une fois que tout ça sera acté, c'est aura-t-on un diffuseur la saison prochaine? Putain, c'est pire que les quarts d'heure de Philippe tout à l'heure, là, ce que tu es en train de nous faire. Alors, on est sur les mauvaises nouvelles, mais est-ce qu'on aura un diffuseur la saison prochaine ? Est-ce qu'on va avoir ce diffuseur ? À quel prix ? Quel sera-t-il ? Où va-t-on regarder la Ligue 1 ? Je pense qu'on a des raisons de s'inquiéter, et surtout que là, majoritairement, les présidents de club ont voté contre, ont voté pour la rupture. Donc là, c'est un souhait vraiment du comité de la LFP. Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. Est-ce que tu as des infos à nous donner ? Alors, il y a eu quelques infos qui sont tombées depuis le point, là, mais bon, c'est normal, vous étiez à l'antenne. Donc, la première info, c'est que DAZN a refusé la médiation. Oui. Parce que la proposition de la LFP était de récupérer pour eux, la proposition raisonnable, c'était entre 110 et 125 millions d'euros sur le contrat de la saison prochaine. Donc, ils sont prêts à payer les 140, finir la saison, a priori. Mais le conflit va continuer parce que la médiation a échoué. Il y a eu des communiqués, une petite guerre de communiqués ces dernières minutes entre la LFP et même DAZN qui ont tous communiqué sur le sujet pour justement annoncer qu'il n'y avait pas d'accord trouvé. Donc la bataille va continuer encore un peu et voilà, malheureusement le foot français marche sur la tête depuis un moment. Oui. On a à peu près la certitude que DAZN ira au bout de la saison, donc il n'y aura pas d'écran noir cette année, normalement parce que il peut très bien se passer un litige à la traite du 30 avril et là on peut se demander vraiment là où on va aller parce que c'est très très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que cet après-midi a été proposée la création de la chaîne des clubs de la LFP, qui était le cheval de bataille de Vincent Labrune et qui est aujourd'hui le plan A. Guy veut te poser une question. Oui, Alexandre, cette négociation, cette réunion avait pour partenaires, on va dire, les clubs de Ligue 2. Enfin, il y a eu 3 sessions. Hein. Il y avait Ligue 2, Ligue 1 et puis le conseil d'administration. Et le conseil d'administration. Mais normalement, on va se dire que ça se résume à un affrontement entre Labrune et le président de DAZN, dont j'ai oublié le nom. Et il se trouve... Voilà. Et il se trouve que Labrune, il est à Aston Villa. Il est à Birmingham. C'est-à-dire qu'il est en virtuel. Je vais te dire. Alors, bien sûr que tout le monde fait des réunions en virtuel, on va me dire ça, etc. C'est un symbole, mais odieux pour les clubs. Je trouve ça, mais vraiment terrible. Ça veut dire que le mec est à la botte de Nasser, ce qu'on lui reproche depuis des mois, et il se trouve à Birmingham au lieu d'être à Paris ou, je sais pas, à la Ligue ou à la Fédé, mais à un endroit stratégique des instances du foot français.
Ça manque le sentiment de toute puissance. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre? C'est pas surréaliste cette histoire? Ah bah moi je trouve ça dingue, mais en même temps ça confirme ce qu'on entend depuis un moment, à savoir que Nasser ne prend pas la brune pour son toutou, mais c'est son porte-bonheur européen. C'est-à-dire que c'est son porte-bagage, il est juste à côté, il est là pour que ça se passe bien en Europe. Ils ont pris une espèce de rituel. Il fait tous les matchs de Coupe d'Europe. Alors ça scandalise tous les clubs parce qu'il y a plein de clubs qui attendent toujours la première visite de Vincent Labrune dans leur stade cette année, voire même depuis des années. Ah ouais, et puis... Et par contre, Paris, il a un abonnement au parc et en prime tous les matchs européens. Donc, à un moment donné, ça pose vraiment question de l'impartialité de Vincent Labrune. Mais bon, ça, on n'avait pas de... Remettez-moi un canapé au foie gras. Mais il se cache plus, en plus. C'est ça qui est dingue. Il se cache plus. Il prend ouvertement les gens pour des imbéciles depuis des mois et des mois. Et j'ai l'impression que depuis qu'il a été réélu, c'est open bar. C'est open bar. On fait ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, c'est vrai que normalement, sur une crise comme c'est actuellement au sein du foot français, que le président de la Ligue ne soit pas en présentiel et préfère assister bien sûr. Le symbole, la valeur du symbole. Il est très télétravail, Vincent Labrune. Oui. Non, mais il y a deux choses. Ça montre en effet il est zoom zen comme chantait NTM. Pas mal. Il est très. Il y a une sorte d'impunité qui est affichée, qui est même plus cachée. Mais surtout, ce que dit Alexandre, et on avait déjà abordé cette possibilité, que le plan A, ce soit la chaîne de la Ligue. Moi, ça m'inquiète personnellement, parce que quand tu vois le business plan de cette chaîne, elle se fait sur plusieurs années. Les clubs qui sont aujourd'hui, pour certains, au bord du précipice financièrement, on les a cités, Le Havre, Montpellier, etc. Eux, s'ils n'ont pas des entrées d'argent dans les prochaines semaines, prochains mois, ils sont mal. Ils sont très très mal. Oui. Et le business plan de cette chaîne est fait sur des... On peut déjà quasiment acter que sur la première année, il y aura quasiment pas d'entrée d'argent. Et il existe un plan B. Moi, j'ai essayé de penser au coup d'après. Alors, c'est une anticipation. Peut-être que je suis sur une fausse piste. Mais quand on voit la proximité entre Vincent Labrune et Monsieur Nasser El Khelaifi, est-ce que si le plan A, qui est, si tant est que ce soit vraiment ça le plan A, la chaîne de la Ligue, ne fonctionne pas, est-ce que beIN Sport reviendrait pas dans la danse? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que beIN Sport, c'est le Qatar comme le PSG. Pas le retour du conflit d'intérêts. Mais beIN, en fait, on a déjà vu la difficulté qu'on a eu à les faire bouger pour avoir un seul match. Sincèrement, je pense que le plan, ça sera peut-être la chaîne de la Ligue et un match en exclusivité ou deux matchs. Voilà, un ou deux matchs. Si beIN ne lâche pas l'affaire, parce que beIN peut aussi dénoncer le contrat, vu que si DAZN s'en va, beIN peut aussi. Ça a été évoqué ces derniers jours. Donc, il faut voir comment va réagir Nasser, qui n'était pas présent cet après-midi. Qui s'est fait remplacer par son directeur général Vincent Méléro, pardon. Je sais pas pourquoi je m'arrête. Élie Méléros. Toi, mon toi, mon tout, mon toi. C'est ce qu'ils se chantent tous les deux, Nasser et Vincent. En tout cas, ils se sont. Il n'était pas présent aujourd'hui. Il a laissé les clubs gérer entre eux. Il a préféré se focaliser sur Aston Villa. D'ailleurs, quand la réunion a commencé, il a une équipe à mettre en place à Saint-Labrune, c'est vrai. Il n'avait pas fini le déjeuner avec Aston Villa, donc il était vraiment pas concerné. Et c'est assez dingue. Maintenant, j'attends de voir sa réaction parce que. Là, ça y est, il a fini. Il a fait son rototo, tout va bien. Il peut commencer la réunion. Maintenant, j'attends vraiment de voir comment va réagir Nasser, comment va réagir beIN. C'est pas impossible du tout que beIN se désengage aussi. Allez, Alexandre, je te coupe. On vient de parler pendant, on va dire, une bonne demi-heure, 40 minutes du PSG. Évidemment que c'est notre bonheur, c'est notre locomotive, ça fait partie des joies du foot. Et pourtant, aujourd'hui, j'imagine dans quel état d'esprit sont les présidents de clubs comme Angers, enfin tous les clubs, Angers, tous les clubs qu'on aime, et tous les spectateurs. J'ai regardé le match du Havre qui a pris une branlée dimanche, et le stade était plein. Ces gens-là, ils vont au stade. Et ces gens-là n'ont rien à voir. Tu vois le monde, c'est un autre monde. C'est-à-dire, on est sur un monde à deux vitesses. Et Labrune a choisi d'être en première classe, en classe affaires. Non, en classe affaires, oui, plutôt. Mais ça pose question quand même. Est-ce que cet isolement, comment expliquer qu'il soit réélu triomphalement comme il l'a été ?
il y avait dans son contrat déjà, il y avait un parachute doré qui fait que les clubs lui devaient une pénalité s'il n'était pas réélu déjà. Ça, c'est quand même fabuleux. Donc il a été réélu. Après cette pénalité a sauté parce qu'il c'était dans le contrat. En fait ils ont pas eu le contrat, je pense, à un moment donné quand ils lui ont signé son nouveau contrat. Les clubs lui ont fait confiance. Donc du coup il s'est un peu menotté au trône, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il avait le soutien des indépendants. Et à partir du moment où il a le soutien, l'amitié de tous les indépendants, en termes de vote, il n'a pas besoin d'avoir la majorité chez les clubs. Il lui suffisait d'avoir quelques clubs. Donc, il lui suffisait d'avoir son ami Nicolin, son ami Caillot, donc Nasser. Et après, tous les présidents allaient forcément se rallier pour pas être dans un débat, entre guillemets, à une ou deux voix. Donc, parce que ça aurait vraiment créé des tensions. Alexandre, t'en oublies un qui est important. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Une heure à peu près après l'annonce donc de la fin de contrat, comme on disait en fin de saison, enfin en tout cas le souhait de la LFP de la fin du contrat, le TFC a annoncé via donc Damien Comolli, président, et via le Redbird qui est propriétaire du club, la mise en vente du club, oui. Sachant qu'il y a des Émirats qui sont censés le racheter. Absolument. Et quand on sait la proximité entre Damien Comolli et notre ami Vincent Labrune, c'est pas impossible de penser que Vincent Labrune a promis quelque chose à Damien Comolli. Voilà, je lâche parce que Labrune, en fait j'ai dit Elie Medeiros, je me suis trompé, c'est Léo, Labrune qu'on passe pour des prunes. Mais Damien Comolli, ce qu'il faut savoir, c'est que Redbird songeait à vendre Toulouse depuis 1 an et demi. Oui, mais tu vois, le timing est intéressant quand même. Alexandre, le timing, c'est pas par hasard que c'est le même jour, quoi. Tu comprends? Oui, c'est sûr, mais en fait, de base, déjà, le Toulouse FC était à vendre, et dès le retour de Toulouse en Coupe d'Europe, c'était la question, parce que ça posait problème avec le Milan. Ils avaient dû faire un petit jonglage d'actionnaires pour pouvoir jouer l'Europe, et à ce moment-là, il était mis en vente. Sauf qu'à ce moment-là, juste, Alexandre, petite correction, à ce moment-là, le TFC n'avait pas dit officiellement qu'ils étaient en vente. Ils avaient laissé le plan de doute. Là, aujourd'hui, ils viennent de l'annoncer officiellement. Maxime veut réagir. Maxime veut réagir. Alexandre, il veut te parler de Gérard Lopez. Ah oui. Malheureusement, il n'a plus rien à voir avec ça. Et c'est bien la mondrame. Non, moi, je voulais savoir. On parle d'une chaîne de la LFP, et je voudrais savoir si tu as des infos sur les moyens techniques. N'empêche que. Parce que ça coûte du blé. Oui, parce que fournir 10 matchs par week-end, moins maintenant, un match en moins. 9 matchs. Même si tu enlèves ça ou deux à Billines. Non, mais les moyens techniques, comment tu fais vivre tout ça avec une chaîne spéciale LFP? On avait vu il y a quelques années, 15 ans maintenant, que CFoot avait été un bide absolu. Comment tu fais vivre ça? Déjà, de base, sur les calculs, ce qu'ils avaient présenté l'été dernier dans les prévisions optimistes, ils prévoyaient de baisser les frais de production de presque 25 millions d'euros. Encore et plus, parce que DAZN, ça donne pas grand-chose en frais de production. Enfin, non, en fait, en tout cas pour DAZN. Ils l'ont fait pour DAZN, en fait, parce que c'est la Ligue qui produit déjà pour DAZN. Ils payent pas les salaires des consultants, des journalistes. DAZN, pour faire des économies, c'est les consultants qui filment avec leur iPhone match. Les supporters, même. Mais en attendant, oui, il y aura forcément. Donc déjà, c'est aussi pour ça qu'ils essayent d'avoir une compensation de DAZN, parce que s'ils obtiennent la compensation, ils vont pouvoir financer déjà tout le volet technique et avoir pour la saison prochaine une petite dotation à donner au club, peut-être sur les 2 premiers mois de la saison. Tu penses que c'est vers ça qu'on va, toi, Alexandre? Moi, je pense que c'est vers ça qu'on va et qu'ils espèrent justement les 125 millions souhaités pour la rupture du contrat anticipé. C'est pas anodin. Ça correspond à peu près, en gros, 50 millions de frais de production et 60 millions à répartir au club. Peut-être pour la première tranche, le temps que les abonnés arrivent. L'idée, je pense que c'était ça. C'était clairement amorcer la pompe, avoir les frais de production dans le. C'est clairement de déplacer le problème. Enfin, je veux dire, que ce soit DAZN ou la chaîne de la Ligue, enfin, si c'est pour faire payer 30 € par mois juste le produit Ligue 1, ça marchera pas pareil. Merci. On a atteint le temps. Merci beaucoup à tous. Merci à toi, Alexandre. On te retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Demain, on retrouve Toto Maurizio et sa bande. Tout de suite, les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit Régis Varnier, le réalisateur notamment de Indochine ou de Est-Ouest. Et nous, on se retrouve demain 17h avec Cécile de Ménibus dans Les Vraies Voix.